L'avenir de la lutte contre le VIH-Sida dans le monde en discussion à New York. Question au centre des débats. Comment mettre fin définitivement aux nouvelles infections à VIH-Sida? Le président du FASO préside le panel de haut niveau sur la problématique. Journée africaine des frontières célébrée cette année sur fond de renforcement de la coopération transfrontalière comme vecteur d'intégration et de développement socio-économique et culturel. C'est la commune rurale de Djibasso qui a abrité la commémoration de l'édition 2016 de cette journée. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci de nous suivre de l'appétit si vous êtes à table. Tout de suite, nous nous rendons donc aux États-Unis d'Amérique où le président du FASO préside à New York un panel de haut niveau sur comment mettre fin définitivement aux nouvelles infections à VIH-Sida. On estime à plus de 30 millions les nouvelles infections à VIH qui ont pu être évitées dans le monde ces 15 dernières années. Un succès dû en partie à la prévention et au traitement. Et le panel d'insister sur l'adoption de pratiques sexuelles à moindre risque et la nécessité d'offrir aux populations des programmes plus adaptés pour la prévention. Il faudra pour ce faire donc la cour aux investissements adéquats. On suit le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à New York, Souleymane Sanou et Fousseini Kindo. De conférence 3 au siège des Nations Unies à New York. Elle livre ici au panel un témoignage émouvant. Batabile Nyati est une travailleuse du sexe au Zimbabwe. Elle explique comment elle a arrêté les études au primaire et ses débuts dans la prostitution à l'âge de 14 ans. Violée à plusieurs reprises par son oncle, la jeune dame a été obligée de coucher un jour avec des policiers sans protection pour être relâchée. Aujourd'hui, elle prend la parole au siège de l'Institution mondiale pour témoigner à la face du monde. Grâce à l'usage du préservatif, elle a pu éviter la contamination. Tout comme Batabile Nyati du Zimbabwe, d'autres témoignages édifiants à ce panel, présidé par Rochmar Christian Kabore, notamment de la princesse Sikayasu de Swaziland, du ministre ivoirien de la Santé, mais aussi de scientifiques et d'activistes de la société civile engagés dans la lutte contre la pandémie du siècle. Pour les panélistes, la réduction du nombre de nouvelles contaminations d'ici à 2020 doit passer par des engagements forts des États, surtout en matière de prévention. À New York, les spécialistes estiment qu'il est encore et toujours nécessaire ces piqûres de rappel en matière de sensibilisation, surtout des plus jeunes. Et cette sensibilisation doit être accompagnée par l'utilisation de méthodes de prévention efficaces pour les jeunes filles et les femmes. Il y a un engagement au niveau de chaque État à prendre, au plan budgétaire, puisque c'est un investissement que nous devons faire. Mais également, nous devons savoir que c'est une action de solidarité internationale, parce que nous devons tous contribuer à financer justement ce que nous appelons la prévention. Nous allons vaincre le VIH-Sida. C'est une possibilité, ce n'est pas un rêve. Beaucoup d'autres maladies ont été vaincues avant. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter notre part de contribution à l'histoire. Le président du FASO a déploré le fait que l'Afrique reste dans une situation marginale dans le cadre de la lutte contre le sida. Il s'est en outre élevé contre la stigmatisation des personnes à risque. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé est dans la dynamique d'amélioration de la gestion de ses ressources humaines. Des études ont été réalisées à cet effet avec l'appui de l'OMS et relatives au déploiement, motivation et fidélisation des agents de santé dans les zones d'accès difficiles. La restitution des résultats de ces études donne lieu à des échanges sur les voies et moyens pour une fixation du personnel de la santé dans les zones défavorisées. Yacouba Gamene et Amandine Lalsaga pour les précisions. Le personnel de la santé est en nombre insuffisant, peu motivé et difficile à déployer en milieu rural. Voici résumé les résultats de 4 études réalisées par le département de la santé. Une situation qui influe négativement la disponibilité de la qualité des soins. 50% des personnels infirmiers et sages-femmes exercent en zone rurale alors que 80% de la population y réside. 70% des médecins spécialistes exercent encore à Ouagadougou
45% des médecins généralistes se situent dans les régions du centre et des hauts bassins. Et 20% des sages-femmes sont au niveau de la seule ville de Ouagadougou. Ces études ont été réalisées grâce au soutien du Fonds français Muskoka et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS recommande, notamment aux États membres, de continuer à mettre l'accent sur des mesures telles que l'accroissement du financement intérieur, l'élaboration de politiques de ressources humaines en santé efficaces fondées sur des données factuelles, l'amélioration de la planification des personnels de santé, l'amélioration des compétences, de la formation et de la fidélisation des personnels de santé et de la promotion d'une répartition équitable. Il s'agira pour ces participants, au nombre de 67, de s'approprier les résultats des études et surtout de proposer des solutions pour une disponibilité et une meilleure répartition des agents de santé sur le territoire national. Et le Fonds des Nations Unies pour la population, qui soutient les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, vient de lui octroyer du matériel médico-technique composé de tables d'accouchement, d'examens gynécologiques et de kits de cure de fistules, le tout estimé à près de 900 millions de francs CFA. Kwale Nebié et Oumou Sissé. Des tables d'accouchement, des tables opératoires, des masques de réanimation et un accompagnement financier destiné à la formation des agents de santé. Le tout pour une valeur d'à peu près de 900 millions de francs CFA. Voici ce que offre l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au gouvernement burkinabé. Ce matériel est destiné à la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. Une aide qui vient appuyer et soutenir le gouvernement dans son programme de gratuité des soins. C'est réitérer en fait nos félicitations à l'endroit du gouvernement pour la décision qui va directement aux bénéficiaires et qui concerne en fait plus de 25% de la population totale du Burkina. Donc il fallait la prendre, c'est pris et on avance. Et aucune œuvre humaine ne se fait sans défi. Et la manière de vaincre les défis, c'est d'anticiper en fait les solutions. Et nous avons observé au niveau du ministère de la Santé que les réflexions sont très proactives pour anticiper sur un certain nombre donc, de défis avec des solutions très opérationnelles. L'amélioration de la santé de la femme reste une priorité pour l'État burkinabé. Et ce geste de l'UNFPA est fort apprécié. Quand on voit à peu près le contenu de ce don, ça vient encore nous réconforter parce qu'on a le sentiment effectivement que l'UNFPA suit à la fois les problèmes de santé, les questions de santé dans notre pays, mais aussi l'actualité et veut contribuer à chercher des solutions. C'est un matériel qui va aussi contribuer à renforcer les capacités des agents de santé tant dans leur formation que dans la pratique du métier. Parlons à présent Ramadan et santé. Que faut-il manger pendant le mois de Ramadan et surtout à quel moment? La question est posée chaque année et les spécialistes de la nutrition répètent les mêmes consignes, même si le contenu des assiettes ne doit pas être forcément modifié. Les habitudes, si. Il y a des aliments à privilégier le matin pour commencer le jeûne et le soir à la rupture. La question de préserver donc un certain équilibre alimentaire. On voit tout cela avec Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Manger avant les premières lueurs du jour ou après une journée de privation. Beaucoup de jeûneurs ont du mal. Pourtant, selon les spécialistes de la nutrition, il le faut si l'on veut jeûner tout en restant sain. Ils préconisent même quand l'appétit n'y est pas, de le titiller, parfois même de le forcer. Si l'on n'est pas obligé de changer le contenu de l'assiette, une autre habitude alimentaire s'impose aux jeûneurs. Le premier repas intervient désormais après la rupture du jeûne. Le premier repas que nous conseillons, c'est vraiment un repas léger, à base d'aliments liquides et sucrés. En termes d'aliments sucrés que nous pouvons conseiller, par exemple les bouillies avec un peu de sucre. Vous avez également les omkom, qui sont des préparations locales. Vous avez également le bissap. Et également un aliment qui est très prisé, et vous avez les dattes. Et c'est après la prière de Isha qu'intervient
Le deuxième repas. Ce repas-là serait un peu plus consistant. Il pourrait par exemple comprendre des crudités auxquelles on peut ajouter des soupes, par exemple de la soupe de viande et de la soupe de poisson, et que vous pouvez prendre également des laitages. Vous pouvez prendre également du yaourt et du lait frais. Le dernier repas, c'est celui du matin. C'est en ce moment-là que les céréales, les féculents et autres repas lourds sont conseillés. Mais au-delà de cette prescription médicale, pour les érudits en islam, manger avant ou après le jeûne, c'est une prescription coranique. Il y a des gens, on pouvait dire que le matin, bonheur, je ne peux pas manger. Il y a des gens, si se lève, ne peut pas manger, ça c'est vrai. Mais dire au conseiller, normalement, si tu te lèves le matin, tu dois manger, même si tu es un peu. Le jeûne a officiellement débuté au Burkina Faso. Et les fidèles musulmans sont invités à faire un effort nutritionnel pour que le jeûne n'affecte pas leur santé, mais plutôt qu'il leur soit bénéfique, comme le veulent les Écritures saintes. Voilà, on parle à présent de la Journée africaine des frontières qui met cette année la coopération transfrontalière au centre de la réflexion. La 6e édition de cette journée, célébrée dans la commune rurale de Djibasso, met en exergue l'exemplarité de la coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et le Mali. Des précisions avec Julien Bayala et Paul Savadogo. Le centre de santé transfrontalier de Waronkui, dans la province de la Kossi et de Ouania au Mali, situé sur le territoire burkinabé, est un exemple réussi de coopération transfrontalière entre les deux pays. C'est pour magnifier cette coopération transfrontalière que le Burkina a célébré sur ses sites la 6e journée africaine des frontières. C'est pour faire de la coopération transfrontalière vraiment un vecteur pour le développement socio-économique et culturel de nos pays, de nos populations frontalières. Donc c'est pour réaliser des projets transfrontaliers pour nos populations frontalières et surtout l'intégration des populations frontalières du Burkina et du Mali. La célébration de la Journée africaine des frontières a vu la présence des délégations venues du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Gambie, du Niger, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Une journée saluée par les délégations maliennes et burkinabées. Tout simplement pour dire que ça permet éventuellement de marquer qu'il n'y a plus naturellement de frontières entre les deux pays en ce qui concerne certains acquis comme les infrastructures et pour permettre vraiment la circulation, la libre circulation également entre nos deux pays. Il s'agit de transcender ce fait. Ce site c'est quand même réalisé au bénéfice de 14 villages, 7 villages burkinabés, 7 villages maliens qui partagent le même centre de santé. C'est un témoignage éloquent pour dire qu'au-delà, on peut aller bondir pour faire beaucoup de projets communs entre nos différents peuples frontaliers. Pour renforcer cette coopération entre les peuples maliens et burkinabés, les deux délégations ont signé un accord cadre sur la coopération transfrontalière entre les deux gouvernements et visité le centre de santé transfrontalier. La coopération allemande a profité de l'occasion de remettre du matériel au groupe local de coopération transfrontalière. On se rend maintenant à Zignaré pour l'installation officielle du nouveau gouverneur du plateau central. Fatoumata Nana Benon s'engage à travailler pour le rayonnement de la région et le rétablissement de l'autorité de l'État. Elle a été installée dans ses fonctions hier par le ministre en charge de l'administration territoriale en présence d'Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Elle s'appelle Madame Nana Fatoumata Benon Neyatasaï. Administrateur civil, la quarantaine bien sonnée, il faudra désormais l'appeler Madame la gouverneure du plateau central. Je vous déclare officiellement installé ce jour 7 juin 2016 dans vos fonctions avec tous mes voeux de réussite et de succès dans votre mission. Mes ambitions pour la région du plateau central, c'est de faire de la région du plateau central une région de référence en termes de développement, en termes de dialogue, de concertation et une région où l'autorité de l'État est respectée. Une prise de fonction qui intervient seulement une semaine après sa nomination
Il faut dire que des dossiers urgents attendent. Rapidement s'apprêter avec les hauts commissaires, les préfets, pour que très prochainement, lorsque le Conseil d'État va donner les résultats définitifs des élections municipales qui se sont tenues le 22 mai dernier, puisse procéder à la mise en place des exécutifs locaux. Madame Fatoumata Beno remplace Abdoulaye Ouedraogo. L'ancien gouverneur a été nommé secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Actualité hors de chez nous, primaire démocrate aux États-Unis, Hillary Clinton revendique sa victoire sur Bernie Sanders avant même les résultats finaux du Super Tuesday. L'investiture ne sera officialisée que lors de la convention démocrate à Philadelphie en juillet prochain, ce qui fera de l'ex-secrétaire d'État de Barack Obama la première femme qui va remporter l'investiture à la présidence d'un grand parti. Hillary Clinton a revendiqué ce mardi la victoire des primaires démocrates, avant même les résultats finaux du dernier Super Tuesday. L'ex-secrétaire d'État battu par Barack Obama lors des primaires en 2008 s'exprimait de New York après l'annonce de sa victoire dans le New Jersey, qui lui assurait d'obtenir la majorité des délégués de son parti. Grâce à vous, nous avons franchi une étape, dit-elle. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme va remporter l'investiture d'un grand parti à la présidence des États-Unis. Que l'on se comprenne bien, le sénateur Sanders, sa campagne et les puissants débats que l'on a eus sur comment augmenter les salaires, réduire les inégalités, stimuler l'ascension sociale ont été très bons pour le Parti démocrate et pour l'Amérique. Hillary Clinton a entre-temps remporté le Nouveau-Mexique et devrait, d'après les premiers chiffres, gagner 3 des 4 autres États en jeu ce mardi. Elle sera officiellement investie en juillet lors de la convention démocrate et se retrouvera seule face aux candidats républicains. Et on revient au Burkina et pour fermer ce journal, un dernier coup d'œil sur les quotidiens. Les parutions de ce jour s'intéressent encore à la justice. Les dernières, c'est Sibidi Issa Lankwande qui a lu les journaux pour nous. L'exécutif regretterait-il déjà l'indépendance accordée à la magistrature? Les récentes décisions de justice n'en finissent pas de faire jaser. En visite aux États-Unis, le président du Faso en parle avec les Burkinabés de New York. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, les changements opérés au niveau de la justice posent aujourd'hui problème, lit-on dans les éditions Sidoya. Des libérations interviennent sans que la justice ne communique pour en donner les raisons, explique-t-il, avant d'ajouter dans les colonnes de l'Observateur Palga que la séparation des pouvoirs n'est pas la grande muraille de Chine. Roch ne voit pas en quoi, en tant que premier magistrat, vouloir comprendre l'évolution des dossiers serait vu comme une immixtion au nom de la séparation des pouvoirs. Si chacun doit se cloisonner pour travailler dans son coin, on n'aboutira à rien, lance-t-il. Pour le soir, le conflit est désormais ouvert entre l'exécutif et le judiciaire. En témoigne la multiplication des déclarations des hommes du pouvoir. D'abord le chef de l'État qui veut se refaire une place au sein du Conseil supérieur de la magistrature, puis le président de l'Assemblée nationale qui, lui, dénonce le pouvoir des juges, ce qui fait dire au journal que le pouvoir veut revenir au contrôle. Il y a un désir ardent et non contenu des dirigeants de ramener la justice à son ancien statut, écrit le soir. Comment? Certainement dans le cadre de la commission constitutionnelle chargée de réfléchir sur le passage à la Ve République. Et le journal Le Tranché, l'indépendance de la justice est un principe universel, valable et indispensable dans un état de droit. La séparation des pouvoirs demeure la moins pire des choses comparée à l'inféodation de l'exécutif et du judiciaire, qui ne peut donner lieu qu'à une justice sous contrôle et à une société de l'arbitraire. Voilà pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.